Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Un week-end prolongé avec le 1er mai férié qui attire forcément beaucoup de touristes en principauté. Le Rocher est une des étapes incontournables, vous le découvrirez dans quelques instants. Le 1er mai souvent associé au muguet porte-bonheur, justement, est-ce que la quête du bonheur est une chose accessible? Qu'est-ce qui nous motive dans cette recherche? Le sociologue Frédéric Lenoir nous éclairera à ce sujet. Ce soir également, nous avons assisté aux examens de fin de saison de l'Académie de danse Princesse Grace. Puis nous recevrons Jacques Weber qui présente sur scène Éclat de vie, une échappée à la fois littéraire et intime. Anglais, allemand, italien ou encore espagnol, on peut entendre parler toutes les langues lorsque l'on se promène en ce moment dans les rues de la Principauté. Vous l'avez peut-être constaté, les touristes de toutes les nationalités sont de retour pour découvrir le charme de Monaco. Beaucoup d'entre eux sont en quête de dépaysement et surtout de soleil. Voyez ce reportage réalisé sur le Rocher d'Émilie Terrasson, Laurie Bellinzona et Julien Laugier. Très prisé en ce moment par les touristes du monde entier, mais surtout par les Français, Monaco semble être une étape incontournable pour tous ceux qui viennent visiter la Côte d'Azur. On a voulu voir dans la réalité ce que représente la Principauté et puis le palais, quoi. Voilà, donc ça plaît aux enfants, apparemment, on a le beau ciel et puis ça nous change du nord de la France. Entre la relève de la garde, le port et le charme monégasque, pour les touristes, c'est avant tout un moyen de sortir de leur cadre de vie. On est en train d'assister au relevé de la garde du palais princier. Après, nous, on va aller faire un tour au musée l'Aquarium pour les petits poissons. I read nice things about it and I saw a lot of nice pictures. And because of Formula One. Les commerçants sont les premiers à constater cette hausse du tourisme, bien que les chiffres soient pour l'instant semblables aux années précédentes. Depuis le mois d'avril, on a vu une grosse augmentation des touristes sur le Monaco-Ville. Je pense que c'est dû aux vacances scolaires en France, mais aussi des touristes un peu partout, des touristes sud-américains, des bateaux des États-Unis et d'Espagne, d'Italie aussi. La période estivale s'annonce donc radieuse pour la Principauté. Un indice en effet qui annonce un bel été touristique à Monaco. Lundi, nous serons le 1er mai, jour de la fête du travail, une journée que l'on associe également au muguet. Depuis quelques jours, les brins sont en vente chez les fleuristes. Nous avons voulu savoir ce soir si justement vous comptiez respecter la tradition en offrant du muguet à vos proches. Sandrine Nègre et Julien Laugier se sont rendus au marché de la Condamine pour le savoir. C'est la tradition, évidemment. Je l'achèterai demain pour ma maman. Moi j'aime les choses simples, mais là c'est vrai que le mélange avec les roses, je le trouve vraiment très romantique. Bien sûr, comme chaque année, un petit bras de muguet, ça fait plaisir. Je me suis pas dit que j'allais venir au marché pour acheter du muguet, quoi. Mais je vais y penser parce que finalement ça fait toujours plaisir une petite fleur. Donc, Pour moi non, mais pour ma famille oui, je vais en acheter pour toute la famille et mes proches, voilà. Moi c'est la tradition. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans ce muguet ? Je suis une ancienne fille de fleuriste, donc déjà l'odeur et ce parfum de printemps, et voilà, c'est le principal. Et est-ce qu'alors vous savez pourquoi on offre du muguet pour le 1er mai ? Non, c'est une bonne question, mais non. C'est vrai que nous c'est la tradition, on a toujours fait ça, mais on ne sait pas exactement. Parce que ça porte bonheur, on va dire. Voilà, c'est ça. On en offre un peu de bonheur à tout le monde. Et oui, en effet, il se dit que ces petites clochettes porteraient bonheur, un sentiment que nous avons voulu explorer ce soir avec notre invité, le sociologue Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la quête du bonheur est une chose accessible ? Pour la grande majorité des êtres humains à toutes les époques, le bonheur est possible. Simplement, il faut le chercher dans des choses simples. Il faut le chercher à travers la relation, la qualité de relation que nous avons avec les autres. Il faut le rechercher à travers la qualité de relation que nous avons avec nous-mêmes, c'est-à-dire apprendre à nous connaître. Et donc, ce sont des choses que tout le monde peut faire, mais qui demandent quand même un peu de vigilance, un peu d'attention. Après, les conditions extérieures influent évidemment sur notre bonheur. Si vous avez quelqu'un qui décède, vous serez évidemment malheureux. Si vous perdez votre emploi, vous serez malheureux. Mais en dehors de ces cas d'épreuves extrêmes, le bonheur est proposé quotidiennement à la grande majorité des êtres humains. Et est-ce que cela dépend que de nous ? Non, ça dépend en partie, comme je viens de le dire, des causes extérieures qui influent évidemment sur notre morale, mais ça dépend en grande partie de nous. Aristote nous dit, pour moitié, à peu près, le bonheur dépend de nous, de nos choix,
du regard qu'on porte sur le monde. Et vous allez avoir deux personnes qui vont avoir la même épreuve, qui vont traverser les mêmes difficultés. Certaines vont être malheureuses et d'autres vont rester heureuses, sereines, parce qu'elles verront les choses positivement. Et donc, on sait bien que le regard qu'on porte sur les choses impacte profondément nos émotions, impacte profondément notre état d'être. Et qu'est-ce qui nous motive à cette recherche du bonheur ? Je crois que la recherche du bonheur, elle est universelle parce que l'être humain a besoin de s'accomplir, de se réaliser, de trouver un état de satisfaction. Comme les animaux d'ailleurs, les animaux recherchent toujours la satisfaction. Mais le bonheur, chez l'être humain, il est plus complexe. Parce que non seulement, comme chez les autres animaux, il se réalise à travers le plaisir que nous avons à manger, le plaisir que nous avons à entretenir des relations sociales, affectives, etc. Mais il se réalise aussi à travers la recherche de sens. L'être humain, pour être satisfait, a besoin de donner du sens à sa vie. Et il a besoin que sa vie ait une signification et de lui donner une direction. Et donc, ça rend plus complexe la recherche du bonheur. C'est pourquoi la plupart des spécialistes qui travaillent sur le bonheur nous disent qu'une des choses qui rend l'humain le plus heureux, c'est d'être utile aux autres. C'est de faire des choses où il se sent utile. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait universel aussi. Un être humain qui se sent inutile est souvent malheureux, par exemple. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger comme cela pour être heureux dans sa vie. Est-ce qu'il y a des outils pour réussir notre quête du bonheur ? Moi, je dirais deux choses. D'abord, être présent à ce qu'on fait. Puisque vous avez des neuroscientifiques qui ont étudié, vous savez que chaque fois que nous avons du plaisir, c'est lié à de la dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique que nous avons dans le cerveau et qui nous apporte du plaisir. Et chaque fois que nous avons du plaisir, il y a un shoot de dopamine. Et on s'est posé la question, d'où venait la dopamine ? Qu'est-ce qui fait que ça va se déclencher ? Et en fait, les neurosciences ont pu observer, grâce à l'imagerie cérébrale, que ça se déclenche chaque fois que nous avons une expérience agréable, mais que nous sommes attentifs et présents à ce qu'on fait. Je vais prendre des petits exemples. Si vous aimez le thé et le café, mais si pendant que vous le prenez, vous pensez à autre chose, vous n'aurez aucun plaisir. Si vous aimez prendre une douche et puis que vous pensez à tous les soucis de la journée, vous n'aurez aucun plaisir. Si vous vous promenez devant un beau paysage et que vous pensez à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie, vous n'aurez aucun plaisir. Et donc, la première chose, c'est d'être vigilant, à être présent à tous les petits plaisirs du quotidien. Et puis le deuxième conseil, c'est, je dirais, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, c'est plutôt d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Tout ce qu'on peut changer, on fait tout pour le changer. Si on est en mauvaise santé, on va se soigner, etc. Mais si on ne peut plus rien faire et que les choses ne dépendent plus de nous, vaut mieux être dans l'acceptation. Frédéric Lenoir, est-ce que le bonheur durable existe ? Est-ce que cela se cultive ? Alors, oui, moi j'en fais l'expérience depuis plus de 20 ans où je cherche à cultiver le bonheur en étant vigilant, comme je l'ai dit. Chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, une difficulté, je me dis qu'est-ce que la vie peut m'enseigner aussi ? Quel bon parti je peux en tirer ? Vous savez, les Chinois, l'étymologie du mot crise en chinois, ce sont deux idéogrammes. L'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. Eh bien, j'essaie de mettre ça en action. Et à travers toute difficulté, toute crise, qu'elle soit individuelle ou collective, je me dis quelle est l'opportunité ? Comment je peux voir les choses autrement ? Comment je peux grandir à travers cette difficulté ou cette épreuve ? Et ça, je pense que quand on met ça en pratique, au fond, on ne perd jamais la sérénité. On peut avoir des moments de découragement, des moments de tristesse, mais quelque part, on dépasse toujours ça parce qu'on essaye de voir le bon côté des choses et de trouver, à travers chaque difficulté, comment est-ce que ça peut nous aider à voir mieux, à voir plus loin et à grandir. Reste plus qu'à l'appliquer dans notre vie. Voilà. Merci infiniment, Frédéric Lenoir, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Après avoir rendu hommage au prince Albert Ier en 2022, la principauté commémorera cette année le centenaire de la naissance du prince René III. Le coup d'envoi des célébrations aura lieu le 31 mai sur le Rocher avec plusieurs événements au programme. Pour suivre toute l'actualité autour de cette année de commémoration, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du comité d'organisation, Facebook, Twitter, mais aussi Instagram. Le site officiel propose également de nombreuses informations. Rendez-vous sur le www.centenaire-régnier3.mc. Ils sont considérés comme le futur de la scène classique et contemporaine. Ce sont les élèves de l'Académie de danse Princesse Grâce qui passaient leur examen ce matin. Un passage devant un jury composé de professeurs, de danseurs professionnels et du directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot. Le reportage de José Sacré. Alors que le jury s'installe, présidé par Jean-Christophe Maillot avec Lucas Massala, les professeurs de l'Académie, et cette année Sylviane Bayard du Deutsche Oper Berlin et Francesco Nappa, chorégraphe invité, quelques minutes avant les épreuves, c'est l'échauffement des élèves danseuses et danseurs de l'Académie de danse Princesse Grâce avant la séance des examens de fin de saison.
Les élèves se montreront dans 3 variations. La première variation, c'est une variation du répertoire classique. Un élève à la fois, on va faire une petite variation. Après, c'est 2 à 2 dans un registre contemporain. Les élèves plus jeunes vont montrer ce qu'ils ont travaillé avec nos professeurs et les plus grands, le répertoire de Jean-Christophe Maillot. Et cette année aussi, il y aura 2 variations du répertoire de Goyo Montero, chorégraphe qui va venir faire une création au Ballet de Monte-Carlo cette année. Et la troisième partie, qui est disons un peu la plus libre, c'est une variation de composition, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ont créé un petit solo. Et ils se montreront dans ces 3 registres pour montrer leur unicité, disons, leur talent technique, mais aussi leur unicité artistique. Ça, ce n'est pas un examen qui va déterminer si quelqu'un est renvoyé ou il passe. On sait déjà plus ou moins. C'est plutôt pour voir un peu comment chaque personne, membre du jury, voit chaque élève. Ça nous donne aussi une possibilité de voir si on va dans le bon chemin aussi. Mais disons qu'on sait déjà l'année prochaine qui sera là et qui sera plus là. Et à ce jour-là, tout le monde reviendra à Monaco. Les élèves de la première année vont dans la deuxième, mais les seuls qui ne reviendront pas, c'est les élèves qui se diplôment, qui finalement ont trouvé leur emploi et ils vont partir au mois de juin pour commencer leur carrière professionnelle. Les amoureux de la danse retrouveront tous ces brillants élèves de l'Académie de danse Princesse Grace fin juin pour leur grand gala de fin d'année. Charles Leclerc a signé la pole du Grand Prix d'Azerbaïdjan hier en prenant le meilleur sur ses adversaires. C'est la première pole de la saison pour le Monégasque. Il était également en pole de la course sprint qui a eu lieu aujourd'hui dans les rues de Bakou. Le pilote Ferrari n'a malheureusement pas réussi à conserver son avance. Il finit 2e derrière Sergio Pérez. Place désormais au Grand Prix demain à 13 h. En basket, si la tension était palpable jeudi soir à Gaston-Médecin lors du match entre la Roca Team et le Maccabi Tel Aviv, l'ambiance était plus que tendue lors de la victoire du Partizan Belgrade contre le Real Madrid. La rencontre a été arrêtée après une bagarre générale et les sanctions sont tombées hier. Elles sont financières pour les 2 clubs et le joueur du Real, Yabusele, a lui été suspendu 5 matchs. 3 autres joueurs ont été également sanctionnés, dont l'ancien monégasque Mathias Le Sort. Autre information, la piscine du stade nautique Régnier 3 a rouvert ses portes aujourd'hui. Certes, la météo n'était pas au rendez-vous pour les premières brasses, mais nul doute que les bassins accueilleront rapidement ses premiers baigneurs. En football, l'AS Monaco reçoit Montpellier demain au Stade Louis II, match comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Après sa défaite face à Lens, le club de la Principauté se doit de réagir s'il veut atteindre ses objectifs. C'est tout le sens des propos entendus lors de la conférence de presse d'avant-match. We just have to focus on ourselves, and I think we have the better team, we have more quality, and we just need to focus on ourselves to win the game. Le vrai visage de Monaco, c'est gagner contre Montpellier. Et c'est une équipe qui, après le changement de l'entraîneur qui a reçu le moins de buts dans la Ligue 1 pendant ces 10 derniers matchs, c'est un grand défi. Je veux que mes joueurs ils sont tous concentrés sur Montpellier et pas des autres choses. Et Monaco-Montpellier, c'est donc demain à 13 h au Stade Louis II. Et puis n'oubliez pas, votre place pour cette rencontre vous donnera également accès à la rencontre de Betclic Elite entre la Roca Team et Cholet, prévue à 15 h 30 et vice-versa. Le théâtre Princesse Grace propose tout au long de l'année une riche programmation. Avant de clôturer sa saison fin mai, la salle mythique a accueilli Jacques Weber qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir en Principauté? Le théâtre Princesse Grace est un écrin magnifique. Il est très très beau. Moi j'adore venir jouer au théâtre Grace de Monaco. Car j'ai eu la chance, figurez-vous, de connaître et de déjeuner avec Grace de Monaco. C'était un grand souvenir, parce que c'était une femme que tout le monde aimait à l'époque. Ma maman était dingue de Grace de Monaco, comme toutes les mamans de France. Et à la suite d'une première, j'ai déjeuné avec elle et Robert Hossein, je me souviens, et c'est un immense souvenir par son élégance, sa simplicité, sa gentillesse. Incroyable, magnifique dame. Oui, une image qu'elle continue de véhiculer même après sa disparition. Oui. Vous présentiez donc Éclat de vie au théâtre Princesse Grace. Vous déposez sur scène les bagages de vos mémoires de 50 ans de carrière sur scène?
plus ça va, plus je suis heureux d'être en scène, bizarrement. Avec l'âge, j'y trouve une forme de sagesse joyeuse et c'est formidable. Voilà, il y a quelque chose de serein chez moi et ma foi, j'essaie de partager cette joie avec le public en essayant de leur transmettre des textes que j'aime, qu'ils soient contemporain, classique, appartenant au théâtre, appartenant au roman, à la littérature, à la poésie. Enfin, c'est un grand patchwork. Il y a même des improvisations. Ça me repose de faire ces spectacles solitaires et que je partage avec le public. Ça m'amuse beaucoup. Oui, parce que vous êtes seul en scène, hein. C'est un exercice très particulier en théâtre. C'est une difficulté différente. C'est pas plus ou moins difficile, c'est autre chose. Je pense quand même secrètement que c'est peut-être quand même moins difficile parce que l'erreur est permise. Lorsque vous êtes seul et que vous passez d'un texte à un autre, que vous improvisez, si jamais vous vous trompez, si jamais un texte est moins bon qu'un autre, que vous êtes moins en forme, ça passe très bien. Par contre, lorsque vous avez des baisses de tension, lorsque vous jouez un rôle comme le Roi Lear ou comme Cyrano, ça se voit et c'est le rôle qui en pâtit. Oui, vous étiez d'ailleurs nommé au Molière pour le Roi Lear cette année. Vous aviez été aussi salué l'an dernier avec un Molière d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Oui, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est cette relation, encore une fois, empathique, joyeuse, généreuse, fraternelle. Un mot qui est de plus en plus abîmé dans ce monde un peu triste, un peu égoïste, qui se referme de plus en plus sur lui-même. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Et puis ce qui compte, c'est la possibilité de progresser est une possibilité est une promesse de bonheur à chaque instant. Après, les prix, les trucs comme ça, ça fait plaisir sur le coup, ça permet d'ouvrir une bonne bouteille de vin ou de champagne, et puis voilà. Mais ça n'est ni plus ni moins important que ça, voilà. Et le partage aussi avec le public, c'est ça qui fait la magie du théâtre ? Bah oui, comme disait Jouvet, au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Et cette relation très directe, très physique, extrêmement organique, physiologique, c'est vraiment ce qui fait que j'y retourne tous les soirs, quoi. Oui, on est content de vous retrouver aussi sur scène à Monaco. Merci infiniment, Jacques Weber, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir, Émilie. Rejoignons à présent Yannick Debever pour vos prévisions météo. Bonsoir Yannick, une amélioration est-elle prévue pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce sera un dimanche pluvieux en principauté. Tout au long de la journée, des précipitations sont à prévoir avec même un risque d'orage en fin d'après-midi. Les températures ne bougeront pas, elles seront comprises entre 14 et 16 degrés. Pour ce dernier jour du mois d'avril, nous célébrons Saint-Robert et c'est également la journée internationale du jazz. Merci Yannick. Avant de nous quitter, un mot sur la programmation du week-end sur Monaco Info. Demain, retrouvez Yann-Anthony Noguès pour un nouveau numéro de 19h dimanche consacré aux sauveteurs en mer. L'invité sera Pascal Granero, directeur général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, fondation qui, vous le savez, intervient depuis plusieurs années dans la prévention de la noyade. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 20h, pour le best-of de la semaine.